Bonsoir, Grand Paris Reportage, c'est le magazine d'information de la rédaction de France 3 Paris-Île-de-France. Tous les mois, nous vous proposons nos enquêtes, nos analyses et nos découvertes sur des événements qui font l'actualité de notre région. Voici tout de suite notre sommaire. Cet été, l'Iran et la communauté internationale ont réussi à trouver un accord sur le nucléaire. Conséquence, l'embargo économique se lève progressivement. L'Iran redevient fréquentable. La nouvelle n'est pas forcément bien accueillie à Auvers-sur-Oise, dans le Val d'Oise, berceau des Moudjahidines du peuple qui résistent au pouvoir en place. Plongé au cœur de ce mouvement, dont la figure emblématique s'appelle Mariam Rajavi. Il y a 300 ans, le 1er septembre 1715, Louis XIV s'éteint après un règne d'une longévité inégalée, 72 ans. Le roi Soleil incarne une époque où la France est toute puissante et rayonne sur les arts et la culture, un modèle pour l'Europe entière. Retour sur une actualité qui a fait la une en début d'année à la suite des attentats de janvier à Paris. Faut-il armer les polices municipales dont les missions évoluent avec la menace terroriste constante en Île-de-France ? Mi-juillet cet été, Téhéran finalise un accord international sur son programme nucléaire et obtient la fin des sanctions économiques. Bonne nouvelle pour la dictature des mollahs qui mise sur cette manne financière à venir. Les Moudjahidines du peuple sont entrés en résistance il y a 50 ans. Condamnée à l'exil après la révolution de 1979, l'organisation a trouvé refuge à Auvers-sur-Oise dans le Val d'Oise. Pour eux, la lutte pour un Iran démocrate est plus que jamais d'actualité. Un magazine préparé par Tania Watine, Kelly Pujard, montage Anne-Sara Sfez. Un Iran libre et démocratique, c'est leur combat. Mariam Rajavi, leur leader, icône des Moudjahidines du peuple iranien. Quel est son projet? Quel espoir soulève-t-elle? Son QG, il est chez nous, à 30 km de Paris. À Auvers-sur-Oise, patrie des touristes et de Van Gogh, c'est là que s'est réfugié le Conseil national de la résistance iranienne pour préparer un changement de régime à Téhéran. Pour l'Iran de demain, nous voulons une démocratie basée sur la séparation de la religion et de l'État, le pluralisme, l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous voulons un Iran non nucléaire. Le combat coûte cher au mouvement de Mariam Rajavi. En Iran, les Moudjahidines du peuple sont exécutés. En France, ils sont arrêtés puis relâchés. Mais grâce à de nombreux soutiens, ils espèrent un jour concrétiser leur rêve d'un Iran libre, laïque et démocratique. Alors le drapeau, c'est hashtag Mariam Rajavi. Chaque année, Khadija, Manuel et ses autres habitants du Val d'Oise aident leurs amis iraniens à préparer le grand rassemblement de Villepinte. Leur mission, recouvrir des milliers de chaises avec des milliers de t-shirts, sans oublier les drapeaux. Au boulot. Plus que de l'amitié, c'est un idéal qui les lie. Pourquoi on les aime bien? Parce que ce sont des gens qui se battent pour la liberté. Et il n'y a pas une chose plus grandiose que ça, que de se battre pour libérer son pays. En 1980, c'est Massoud Rajavi qui voulait libérer l'Iran. Leader des Moudjahidines du peuple, il était candidat aux premières élections post-révolution iranienne. Mais la répression sanglante menée par Khomeini contraint ce mouvement à l'exil. Dans les années 80, Massoud et sa future femme Mariam Rajavi se réfugient chez Saleh Rajavi, frère de Massoud et cardiologue dans le Val d'Oise. Pour des raisons de sécurité, Massoud se cache à l'étranger. Sa femme l'a remplacé à la tête de ce mouvement réprimé depuis 50 ans. Elle a perdu 2 de ses sœurs. Elle a été exécutée en époque de Shah et elle a été exécutée en époque de Khomeini. Elle était enceinte, oui, très jeune. Très courageux. Oui. Voilà, avec Khomeini, si vous voulez, après le départ de Shah, on est sorti d'un fossé pour tomber dans un puits. C'est-à-dire le régime de Shah à côté de Khomeini, c'était un enfant de cœur. Massi Narani en sait quelque chose. Réfugiée politique, cette infirmière est arrivée en France en 1986. Elle a fui l'Iran clandestinement avec ses filles, alors âgée de 8 et 11 ans, pour rejoindre son mari. La famille s'est installée non loin d'Auvers-sur-Oise pour être en contact avec la résistance.
Mais le passé la hante. Massi a passé 2 ans et demi dans les geôles de Téhéran. Je n'étais pas si militante que je envisageais la prison. Mais pour moindre mouvement, moindre idée qui est opposée, vous êtes arrêté par le régime. Moi, j'ai eu la chance de sortir vivant. J'étais dans une section qu'on était à peu près 200. Et entre 200, on est resté 11 vivants. 120 000 opposants au régime des mollahs ont été tués en 36 ans, selon les Moudjahidines du peuple. Exécutions en Iran, mais aussi dans leur base arrière en Irak. En 2013, les Moudjahidines y ont filmé ce massacre dans leur camp de réfugiés d'Ashraf, près de Bagdad. Mais le mouvement poursuit sa lutte. Son QG est à Auvers-sur-Oise. Mariam Radjavi y préside le Conseil national de la résistance iranienne. Des militants vivant en Europe et aux États-Unis, dont la moitié sont des femmes, se réunissent plusieurs fois par an à Auvers, comme un parlement en exil. En 2002, ce mouvement a révélé l'existence en Iran de sites clandestins d'enrichissement d'uranium. Nous avons un réseau de gens au sein de la société iranienne qui informent et renseignent notre mouvement de résistance. Depuis 2002, nous avons révélé une centaine d'informations concernant différents aspects du programme nucléaire iranien. Et si nous n'avions pas fait ces révélations, l'Iran des mollahs disposerait aujourd'hui de la bombe atomique. Les Moudjahidines dérangent. En 2003, 1 an après ses premières révélations sur le nucléaire iranien, 1300 policiers et gendarmes effectuent à Auvers-sur-Oise la plus grande opération antiterroriste jamais réalisée. Ils arrêtent 164 Iraniens, dont le docteur Saleh Radjavi. Le beau-frère de Mariam Radjavi n'oubliera jamais son arrestation à 6 h du matin. Il y a des dizaines de gendarmes cagoulés avec des mitraillettes qui me sautent dessus, qui me mettent dans le gazon, les mains dans le dos et les bottes sur mon dos. La même chose avec ma fille qui avait 17 ans. Comme si on était des terroristes extrêmement dangereux. Les locaux de la résistance sont fouillés à la recherche d'armes et d'argent. Car les Moudjahidines du peuple sont soupçonnés de préparer des attentats en Europe. Faux, hurlent ces résistants iraniens en grève de la faim à Auvers. Certains s'immolent même à Paris ou à Londres pour crier leur innocence. Au bout de 11 ans de procédure judiciaire, le mouvement de Mariam Radjavi sort totalement blanchi, mais choqué par le complot qui s'est joué contre eux. Car en 2003, Paris et Téhéran sont en pleine négociation commerciale et pétrolière. Des tractations notamment entre Dominique de Villepin et son homologue iranien des Affaires étrangères permettent à l'entreprise Total de s'implanter au pays des mollahs en échange de ce coup de filet. Yves Bonnet, ancien patron de la DST chargé du contre-espionnage, en a écrit un livre. Ce qui est choquant dans ce marchandage, c'est qu'il prend la forme d'un complot. C'est qu'il brime et il empêche de fonctionner une opposition qui est démocratique et il fait les affaires, les bonnes affaires d'un régime qui est dictatorial. Cet événement ouvre une nouvelle ère pour les Moudjahidines, celle de la communication et de l'amitié. Cette intervention brutale et cette grève de la faim ici a amené plein d'Auversois à s'interroger, à s'inquiéter et à venir apporter leur solidarité. Donc ils sont venus apporter des couvertures, de l'eau, etc. Et donc se sont tissés des liens à partir du 17 juin avec la population. Merci pour votre invitation. Il ne fallait pas. Merci Maria. Claude Dupuis fait partie des dizaines d'habitants d'Auvers et des environs Merci pour votre amitié, votre solidarité, vos efforts. qui soutiennent depuis des années les Moudjahidines. Jean-Pierre et Marie-Laurette Guillou aussi sont des amis reçus aujourd'hui pour ce repas de Ramadan. Ils sont avec nous dans les moments très difficiles et aussi dans les moments de joie. Oui, Voilà. oui. Vous pouvez compter toujours sur notre soutien, vous le savez très très bien. La convivialité n'est qu'un petit aspect de cette amitié. Ces Français, souvent retraités et donc disponibles, ont passé beaucoup de temps à défendre leurs amis iraniens. Ils sont allés dans le camp d'Ashraf, en Irak, pour montrer à ces réfugiés que des Occidentaux étaient à leur côté. Ils ont manifesté à Paris, Washington, Genève, pour faire retirer les Moudjahidines du peuple de la liste des organisations terroristes. Aujourd'hui, plus aucun pays ne considère le mouvement de Mariam Radjavi comme terroriste, mais le combat continue.
Il y a un long chemin encore à faire, mais on avance. Comme dit Mariam, on fait un travail de fourmi. Et notre petit travail de fourmi, il est très important. Ce travail de fourmi, réalisé par les Moudjahidines dans toute l'Europe, aboutit à un résultat impressionnant. Ce samedi 13 juin, 650 cars convergent à Villepinte. À leur bord, des Iraniens de la diaspora, mais surtout beaucoup de jeunes invités, allemands, polonais, bulgares. On a payé juste 30 € le week-end. C'est d'ailleurs pour cela, je pense, qu'il y a autant de jeunes. Ils pensent passer un week-end pas cher à Paris et ne savent pas vraiment en quoi consiste la réunion. Même moi, je me suis posé des questions, mais en faisant des recherches, je me suis dit que cela pouvait quand même être intéressant. On n'a pas vraiment d'informations sur ce qui se passe en Iran. Alors c'est pour ça qu'avec mes amis, on est venus. On vient dire notre ras-le-bol. Nous menons le même combat en Syrie, en Iran et dans le Moyen-Orient. Pendant 5 heures, le rassemblement et le culte de la personnalité sont à faire pâlir d'envie les plus grands hommes politiques. On annonce 100 000 personnes. L'organisation se compte en millions d'euros. De l'autofinancement, assure le Conseil national de la résistance iranienne, qui peut compter sur une diaspora généreuse et militante. Elle est notre rêve de liberté. Elle est notre rêve d'égalité. C'est le rêve des femmes iraniennes. En Iran, c'est l'apartheid. Les femmes sont des citoyens de seconde zone. Pour résoudre le problème du nucléaire iranien, il faut faire partir le régime des mollahs grâce au peuple iranien et à sa résistance. Convaincus par ce combat pour la démocratie iranienne, les soutiens français et étrangers sont de plus en plus nombreux chaque année. Représentants du Congrès américain et de la Commission européenne, élus français de tous bords, ex-ministres, chacun s'exprime à la tribune. Oui, Mariam Rajavi, les sujets que vous abordez, les valeurs que vous portez sont aussi les nôtres. Moi, j'ai comme expérience d'avoir été pendant 7 ans coupée du monde et d'avoir entendu la voix de ceux qui, très loin, se battaient pour moi. Résultat, j'ai réussi à survivre, j'ai été libérée, je suis là. Je suis certaine qu'en Iran, ils nous entendent. Effectivement, tout est retransmis en direct sur la télévision de la Résistance, visible sur Internet et financée par des dons, et sur les réseaux sociaux. C'est notre devoir d'informer ce qui se passe en Iran et de dire au monde entier qu'il y a un changement possible et qu'il y a une résistance qui est là en France et qui est suivie dans le monde entier. Mais l'actualité n'arrange pas le mouvement. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le grand retour de l'Iran. Un accord sur le nucléaire est conclu à Vienne. Le monde salue une nouvelle ère. Est-ce vraiment l'assurance que le pays n'aura pas la... 13 ans après les révélations des Moudjahidines du peuple sur l'existence d'un programme nucléaire iranien, un accord a été trouvé. Moins de nucléaire en échange d'une levée progressive des sanctions. L'Iran de Hassan Rouhani semble à nouveau fréquentable. Et c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans l'histoire des relations internationales. Et la levée promise des sanctions semble soulager la population. Moi, je me sens tellement plus légère. Merci au président Rouhani. Cet accord sur le nucléaire donne de l'oxygène et des vitamines au régime. Ce régime a maintenant gagné quelques années, peut-être quelques décennies avec l'accord nucléaire. Et s'il y a changement, ça sera au profit des libéraux du régime et non pas des radicaux qui viendraient de l'étranger. Mariam Rajavi est sûre pourtant d'avoir sa chance. Selon les Moudjahidines, il n'y a pas de modérés ou de libéraux chez les mollahs. Ces accords qui, a priori, renforcent le régime, seraient donc dangereux. Il faut savoir que les nouveaux investissements étrangers vont aussi enrichir le régime et donc financer l'intégrisme islamiste. Avec cet argent, le régime va continuer à soutenir Bachar en Syrie, les milices chiites en Irak, le Hezbollah au Liban. Cela n'aidera pas la population. Ces arguments exprimés à haut vert ont-ils un poids en Iran? Difficile de s'en rendre compte, car afficher là-bas son soutien aux Moudjahidines est risqué. Si l'actualité semble pour l'instant condamner la résistance à rester exilée,
Ces militants refusent d'enterrer tout espoir de rentrer un jour dans un Iran démocratique. Jean-François Colosimo, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez les éditions du Cerf, vous êtes également théologien et spécialiste de l'Iran. Vous êtes l'auteur notamment de ce paradoxe persan, paru chez Fayard. Resituons avec vous, si vous le voulez bien, le contexte de la naissance des Moudjahidines du peuple en 1965, sous le régime du Shah d'Iran, régime déjà très autoritaire. Leur combat commence bien à cette période ? Oui, alors c'est un des groupes qui conteste la monarchie des Pahlavis, qui est occidentale, qui en fait a pris camp du côté de l'Amérique. Eux, ils ne sont pas républicains comme d'autres opposants, ils ne sont pas purement islamistes comme d'autres opposants, ils sont en quelque sorte islamo-marxistes. Ils veulent à la fois être musulmans et être engagés dans une société moderne. Ils prennent le pouvoir avec Khomeini, ils s'affrontent avec Khomeini, ils perdent, c'est Khomeini qui gagne, ils se réfugient à partir de ce moment-là en Irak, ils vont être mêlés à la guerre que l'Irak va mener contre l'Iran, et puis évidemment là ils vont à nouveau perdre, et puis aujourd'hui ils sont partagés entre cet Irak qui est sous domination américaine et Paris, effectivement, où ils ont trouvé refuge. C'est une organisation qui a été jugée pendant longtemps terroriste, qui ne l'est plus, et une organisation à laquelle on fait des reproches, il faut le savoir, de sectarisme, mais évidemment l'organisation nie ces reproches. Aujourd'hui, cette organisation dit lutter pour la démocratie en Iran. Que représente-t-elle justement pour les Iraniens ? Vous savez, c'est une organisation qui a été active jusqu'en 1981. Ça fait plus de 30 ans. Elle a été laminée depuis. Elle a perdu véritablement tous ses ressorts. Elle appartient finalement quand même à une certaine page passée. Les jeunes Iraniens aujourd'hui rêvent d'entrer dans la société mondialisée. Ils n'ont pas envie de vivre une nouvelle aventure idéologique. Je crois que l'Iran est fatigué des révolutions, du sang. L'Iran espère véritablement une démocratie, mais une démocratie apaisée, sans plus d'idéologie. Fatigué des révolutions, c'est peut-être les bons mots. Y a-t-il à ce jour en Iran des forces d'opposition connues au régime des mollahs ? En d'autres termes, pourrait-il y avoir un printemps perse ? Ce printemps perse, effectivement, il a cherché à percer, il a été réprimé, puisque en fait, les mollahs, le groupe des mollahs a beaucoup enflé après Khomeini, n'est-ce pas ? Beaucoup de gens sont devenus mollahs pour entrer dans les cercles du pouvoir, a été doublé par les pasdaran, les gardiens de la Révolution, qui ont gagné cette longue guerre contre l'Irak, qui est une sorte de première guerre mondiale dans les sables, n'est-ce pas ? Il y a eu 2 millions de morts, 1 million de morts de chaque côté. Donc le régime est solidement établi. Ce sont des gens qui concentrent le pouvoir, ces mollahs et ces pasdaran. Ils ont à la fois l'argent, les armes, la loi, la représentation. Il faut espérer que cette société civile iranienne qui est bouillonnante, qui est pleine de talent, de créativité, elle arrivera petit à petit à faire évoluer ce régime, mais on est plus dans une évolution à la Gorbatchev que dans une prise de pouvoir, un putsch qui d'un coup bousculerait tout. Et puis de l'argent, il va y en avoir beaucoup plus d'ici à la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, avec la fin des sanctions économiques. Voilà qui renforce, selon vous, la dictature des mollahs ? Non, il faut savoir que de toute façon, dans les sanctions c'est toujours quelque chose d'ambigu, parce que ce sont les peuples qui souffrent des sanctions plus que les dirigeants. Il était temps que l'Iran reprenne sa place de grande puissance régionale. Évidemment, il faut que tout ça se passe dans des garanties, n'est-ce pas, de stabilité de l'Iran. Mais voyez bien que l'Iran est un bien plus grand pays, il représente un bien plus grand peuple que le régime actuel. C'est la Perse éternelle. C'est un pays qui est indispensable avec son chiisme à l'équilibre de la région. Vous voyez aussi, l'Iran, c'est une formidable culture. C'est le 5e cinéma au monde, alors qu'on est dans un pays musulman. Et là, pourtant, l'image est triomphante. Toute dernière question. Les priorités actuelles pour Téhéran sont notamment la stabilité de la région. Ils se veulent un grand pourfendeur de Daesh. Y arriveront-ils ? Sont-ils primordiaux dans ce rôle-là, dans cette région-là ? Vous le voyez bien, le combat contre Daesh est un combat qui véritablement concerne toute la communauté internationale. Nous avons eu des différends avec l'Iran par le passé, mais il est évident qu'aujourd'hui, les campagnes de bombardement ne sont pas suffisantes. Il faut aller au sol, il faut y aller à la baïonnette. Ça sera une bataille terrible. Cette bataille terrible, il n'y a que les Iraniens qui sont capables de la mener aujourd'hui dans la région. Peuple guerrier, peuple farouche, mais peuple expérimenté aussi, malheureusement, par cette longue guerre. Et surtout, peuple qui a besoin d'asseoir autour de lui des minorités, car les chiites et les perses sont minoritaires dans la région, n'est-ce pas ?
Merci Jean-François Colosimo d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle le titre de votre ouvrage consacré au paradoxe persan, paru chez Fayard. Le 1er septembre dernier, à 8h22 précise, quelques dizaines de personnes se sont regroupées devant les grilles du château de Versailles. Toutes célébraient l'anniversaire de la mort de Louis XIV, survenu 3 siècles plus tôt. Au château de Versailles, cette mémoire est soigneusement entretenue. Les fervents admirateurs du roi Soleil peuvent même revivre certains fastes d'antan. Antoine Marguet avec Pierre Pachou et Jean-Yves Blanc, montage signé Laurence Commiot. Louis XIV, c'est notre père à tous, c'est l'homme qui a créé la France. Aujourd'hui, de Louis XIV, il reste certainement un certain nombre de monuments, dont le plus emblématique est le château de Versailles. On ne peut pas écrire l'histoire de France, ou en tout cas raconter l'histoire de France, sans passer par Louis XIV. Le règne de Louis XIV, c'est connu comme le grand règne, le règne du grand roi. On parle du grand siècle en parlant du XVIIe siècle. Pour nous, les Français, c'est ce qui est dans nos entrailles. C'est notre histoire, c'est notre château, c'est nous. Il est le roi qui a régné le plus longtemps sur la France. 72 ans d'un règne pour un monarque qu'on disait absolu. Mais qui était vraiment Louis XIV et 300 ans après sa mort, que reste-t-il du roi Soleil dans nos vies? Vous allez voir que pour certains, le roi n'est pas tout à fait mort et qu'il n'a pas encore livré tous ses secrets. Ce jour-là, Nicolas, 38 ans, enfile une de ses plus grandes fiertés. Presque un soulagement. Attends, je mets la patte derrière. Un costume de danse de Louis XIV, une réplique fidèle, cousu main, une petite folie qui a nécessité plus de 600 heures de travail. Nicolas, là on est le roi un peu ou non? Pratiquement. On se sent le roi avec ça? On se sent le roi. Il faudrait s'habiller en fait dans la chambre du roi à Versailles. Et avec ce costume, vraiment, vous avez l'impression de rentrer dans le personnage ou non? Ah ben déjà, avec ce costume, cher monsieur, vous avez un port altier. Par obligation. Dernière touche, pour devenir Louis XIV, une perruque longue en vrais cheveux. Alors, on va essayer de clipser. Ça a tenu l'autre jour, au fait. Ça a très bien tenu, oui. Et pour réaliser ce fantasme, Nicolas a su embarquer avec lui Catherine, sa brodeuse et son habilleuse. Bon, déjà, j'ai toujours été passionnée depuis toute petite des robes de princesse, des rois, des reines, passionnée d'histoire. Et là, ça permet d'aller au bout des choses. Une passion pour Louis XIV et ses costumes qui pousse ces deux-là très loin. Car pour eux, chaque détail compte. Tout est pensé, chaque couleur, chaque textile doit être le plus authentique possible. Je sais pas comment le pressing peut détailler ça, mais il faut que ça reste blanc. Il n'y a pas à tortiller. Blanc et noir, c'est quand même le dernier chic. On construit un costume comme on construit une maison, ça prend des mois, on le décide, on le dessine, il faut le financer. Il y a un ensemble de facteurs, donc à la fin on est heureux de le voir, l'accomplissement de quelque chose, et une nouvelle vie de ce costume arrive alors, c'est le porter et l'incarner. C'est-à-dire qu'on a vraiment poussé le vice un petit peu, on a un petit peu interprété la forme de base du casque. Oui, c'est bien. Ça tient bien. Alors j'ose à peine me lever parce que je sais pas si ça va passer sous le... Allez, on y va. C'est bon, normalement. Enfant, j'étais un garçon petit, rond, timide, introverti. Donc je pense que malgré tout, on a quand même envie de s'extérioriser un petit peu. Lorsqu'on est Louis XIV un soir, on est un fond de fierté, un fond de vanité. Il faut reconnaître les choses avec des mots crus. Et si Nicolas a revêtu son habit de roi, c'est que ce soir il va vivre un rêve. Il va au château de Versailles. Il faut dire que 300 ans après sa mort, Louis XIV continue de fasciner. Retour sur un règne qui aura marqué la France. Et pour comprendre comment ce roi a su imposer son autorité, il suffit de rentrer dans la chapelle royale. Avec la galerie des glaces et la chambre du roi, c'est l'une des rares parties du château de Versailles qui est restée dans l'état où l'a connu le roi. C'est surtout l'aboutissement du style de cette époque.
Cette chapelle n'a jamais été touchée depuis le règne de Louis XIV. Il faut savoir qu'elle a été construite vraiment à l'extrême fin du règne. Elle a été inaugurée en 1710. Louis XIV en avait connu auparavant 4 autres. Et finalement, il a attendu presque jusqu'à la fin de son règne pour construire ce bâtiment que le duc de Saint-Simon comparait à une sorte de catafalque. Il faut savoir qu'il est très élevé, surplombe tout le reste du bâtiment, tout simplement parce que c'était l'endroit dédié à Dieu. C'est de Dieu lui-même que Louis XIV tire sa légitimité. Alors pour rappeler ce droit divin à gouverner, tous les matins, le roi préside à la messe dans cette chapelle. Cette messe est très importante dans la vie liturgique à la cour, même la vie, tout est liturgie à la cour. Le roi est guidé par sa religion. Il faut savoir que c'est le fils aîné de l'Église, le roi très chrétien. On l'appelait lieutenant de Dieu sur terre, c'est ce qu'on appelait tenant-lieu de Dieu sur terre. Et Louis XIV avait pleinement conscience de ce statut et finalement, il se considérait véritablement comme l'intermédiaire entre Dieu et ses sujets. Un roi qui va s'offrir un palais à la mesure de sa grandeur. Avec le château de Versailles, Louis XIV va trouver un moyen d'asseoir son pouvoir. Il va notamment s'en servir comme d'une cage dorée pour mieux contrôler la noblesse et la cour. D'un modeste pavillon de chasse entouré de marais, il va en faire un écrin rutilant avec des jardins, des fontaines et des bosquets qui à chaque fois rappellent aux visiteurs la puissance du monarque. Un roi mécène qui va mettre les arts au service de sa gloire. Je ne sais pas s'il a été un grand roi, ce que je sais, c'est que ça a été un grand siècle. C'est-à-dire qu'il a su agréger autour de lui des personnalités incroyables de talent. Le nôtre, Racine, Corneille, Molière, évidemment. C'est incroyable le nombre de gens de talent qui ont travaillé pour la gloire du roi Soleil. Mais qui était donc l'homme qui se cachait derrière le roi Louis XIV? Monarque autoritaire, égocentrique, sa devise est un aveu. Nec pluribus in par en latin, ce qui signifie supérieur à tous. C'est quelqu'un d'extrêmement secret, quelqu'un qui ne laisse quasiment rien paraître. Les rares fois où il se met en colère, ça toute la cour est au courant et les mémorialistes nous l'ont dit. Donc c'est quelqu'un qui sait dissimuler, c'est quelqu'un qui est assez impassible et qui, d'ailleurs ce comportement peut assez impressionner les gens. Ce monarque absolument figé qui ne laisse rien transparaître, c'est aussi un moyen de gouvernement. Et la majesté royale, elle vient bien sûr de sa taille élancée, de sa façon de se tenir, mais aussi de ce côté impénétrable. Un roi qui va multiplier les conquêtes. On lui compte au moins 16 enfants illégitimes, un succès qui peut-être doit plus à son pouvoir qu'à son charme. Louis XIV était certainement un bel adolescent, mais très rapidement, il perd ses cheveux, très rapidement, il perd ses dents, très rapidement, il a une haleine absolument épouvantable. Une haleine, on disait à l'époque que son haleine bloquait un bœuf à 20 pas. C'est quand même pas rien. Et effectivement, ce roi, qui n'était pas non plus d'une prestance inouïe, était obligé d'artifice pour paraître à la cour. Mais c'était le roi. Et quand on est roi, de toute façon, on est séduisant, même sans cheveux. On a une grande perruque, même avec une haleine épouvantable. Il restait le roi de France, donc il était séduisant. Un roi qui va s'éteindre dans sa chambre. Nous sommes le 1er septembre 1715 et il est 8h22. La gangrène a rongé sa jambe gauche, probablement à cause du diabète. Une lente agonie qui aura duré plus d'une semaine et qui va permettre à Louis XIV de passer le flambeau à son successeur. Le futur Louis XV n'a alors que 5 ans quand il reçoit ce testament politique. Vous allez être un grand roi, soyez un prince pacifique, message de paix, j'ai trop aimé la guerre, il se repent publiquement de ce qu'il se reproche. C'est un roi qui veut mourir en grand roi et offrir une mort exemplaire à tous ses contemporains et à tous les souverains étrangers aussi. Il veut mourir en roi de France, en Louis le Grand. C'est vraiment une mort qu'il a voulu organiser, il en a été presque le metteur en scène. Après un règne de guerre, de dépenses fastueuses, Louis XIV laisse donc un royaume affaibli. Les Français, eux, tournent la page. Lorsque Louis XIV est mort, son cercueil fut évacué du château de nuit pour éviter qu'on ne danse sur son passage. L'annonce de la mort de Louis XIV ne fut pas annoncée comme une tragédie, mais ce fut l'occasion en France de célébrer cet événement qui était festif et joyeux.
Le roi est mort, mais vive le roi. Ce soir, il va revivre. Le château de Versailles organise une fête galante. 400 personnes vont remonter le temps en costume d'époque. On les a achetés à l'opéra et on les a customisés, mais ils sont vraiment totalement comme ils étaient faits à l'époque, avec les gaines, les bretelles, tout ce qu'il faut en dessous, les jupons, c'est horrible pour une femme. C'est vraiment le plaisir de se costumer. Vous savez, c'est les déguisements d'antan. On a tous été déguisés un jour à l'école. Et puis voilà, on grandit et puis on retrouve un peu de cette magie qu'on avait quand gamin. On se déguisait pour Mardi Gras à l'école primaire, on retrouve un peu ça. Ici, les invités balancent entre amusement et nostalgie. Nicolas, lui, est aux anges. Ce soir, il est vraiment le roi. J'y crois un petit peu, et puis je crois qu'il faut rêver par les temps qui courent. La vie est suffisamment difficile comme ça. Un petit peu de rêve, d'une part, ça fait du bien, et puis d'une autre, les gens s'y intéressent de plus en plus. Je crois que s'il y a autant de nostalgie, c'est peut-être le fait qu'il y a peut-être un mal-être. Et cet ancien régime, il avait bien des torts, mais il y avait une petite part de poésie quand même, et puis peut-être pas que de mauvaises choses. À 230 € l'entrée pour ces fêtes galantes, c'est toute l'ambiance de la cour de Louis XIV qui a été recréée. À la 2, à la 3. Le château a même prévu des comédiens pour que l'illusion soit parfaite. Je retourne du cœur, vous avez gagné, c'est donc vous qui gagnez. J'ai perdu et je vous donne les gages de façon équitable. Pour nous les Français, c'est ce qui est dans nos entrailles. C'est notre histoire, c'est notre château, c'est nous. C'est un plaisir de découvrir Versailles en étant dans un costume d'époque. C'est une sensation nouvelle et c'est agréable. Je pense que c'est une nouveauté de possibilité de Versailles. Et je pense que c'est promis un beau succès parce que c'est vraiment original. Mais le moment que tous les convives attendent pour cette soirée, c'est bien sûr le bal. Avec danse d'époque, s'il vous plaît, l'occasion d'apprendre la buscotte, une danse très appréciée à la cour de Louis XIV. Attention pour la ligne. On avance, Pas facile pourtant pour tout le monde de retrouver le rythme du XVIIe siècle. 4, 5, 6, 7 et 8, on frappe. C'est fantastique. C'est incroyable de pouvoir être ici et de voir le merveilleux soleil se coucher sur le Grand Canal. Franchement, j'adore et je m'amuse beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que c'était difficile de danser? C'est toujours un peu difficile, mais quand on a un bon partenaire, ça se passe très bien. Elle est délicieuse. C'est magique, on retourne 300 ans en arrière. C'est un petit peu ça le rêve, quoi. Une machine à remonter dans le temps. Voilà ce que tous sont venus chercher ici. Il faut dire que 300 ans après sa mort, le personnage de Louis XIV continue de fasciner, et même si les historiens soulignent un bilan plus contrasté, le roi Soleil aura réussi au moins une chose, continuer de briller dans la mémoire des Français. Lucien Belli, bonsoir. Bonsoir. Toute l'année, il y aura des événements liés à la célébration des 300 ans de la mort de Louis XIV. Outre votre métier de professeur d'histoire moderne à la Sorbonne, vous avez dirigé cet ouvrage de référence, Le Dictionnaire de Louis XIV, aux éditions Robert Laffont. 1374 pages dédiées rien qu'au roi Soleil. Méritait-il cela ? Je vais dire oui, puisque je m'y suis consacré avec mes collègues. Je crois que les jugements sont contrastés sur Louis XIV. Certains l'aiment, certains le détestent, mais je crois que beaucoup s'intéressent à lui. C'est une période passionnante de notre histoire, donc elle mérite toute notre attention. Et si nous nous sommes penchés sur la personne de Louis XIV, nous nous sommes surtout interrogés sur le monde autour de lui, comme s'il était un peu le reflet de son époque. Et c'est, je crois, ce qui est intéressant.
Il est probable qu'aujourd'hui, ces guerres ne nous intéressent plus beaucoup, nous mettent un peu mal à l'aise, mais en revanche, nous sommes très intéressés par le soutien qu'il a pu apporter à Molière ou à Racine. Donc il est devenu en quelque sorte un personnage mythique qui correspond à une certaine vision de la France, d'une période de l'histoire de France. Et c'est aussi ce qui me frappe, devenu un personnage de fiction à travers les romans, à travers les films, à travers une comédie musicale. Vous disiez tout à l'heure un personnage avec des jugements très contrastés, c'est le cas, hein. On dit du roi, et notamment le duc de Saint-Simon, qu'il est totalement ignare. Pire, il ne se lave pas, il sentirait très mauvais et son haleine serait une des pires du royaume. Il fait de Versailles un lieu de débauche. Est-ce que vous confirmez? Non, ce sont des récits qui sont amplifiés. Je crois qu'il faut faire très attention sur ce que l'on peut dire de ce personnage, de cet homme et de ce roi. L'homme est assez secret, il est dissimulé, mais en même temps, ça sert aussi son pouvoir. D'une certaine manière, il faut bien distinguer les défauts des qualités. Par exemple, Louis XIV est sévère, est majestueux, mais c'est une façon aussi d'impressionner les seigneurs qui vivent autour de lui. Alors, pour sa vie quotidienne, pour sa santé même, il est assez représentatif des hommes de son temps. Je crois qu'au contraire, on veut pour lui le meilleur. Alors, il a eu des maladies, il n'a probablement pas toujours été parfait, mais sur son aspect physique, je crois qu'il était très sensible à la propreté, comme sa mère. Alors simplement, ce ne sont pas nos habitudes. On le changeait 5 fois par jour. C'est cela, c'est-à-dire qu'on considérait que l'important, c'était d'avoir un linge bien blanc, d'en changer souvent, dès qu'on avait fait de l'exercice. Et puis, c'était aussi une façon de toilette avec de l'alcool, donc on dirait aujourd'hui de l'eau de Cologne. Les bains, c'était plutôt médical. Hein. On restait très longtemps dans un bain lorsqu'il s'agissait de traitements médicaux. Donc, il faut être prudent, mais en même temps, ça prouve qu'on ne connaît pas si bien que cela et que ça méritait un dictionnaire. Mais à travers ce dictionnaire, on découvre les traditions et les usages d'un temps. C'est un règne exceptionnellement long, 72 ans. Quel héritage Louis XIV a-t-il laissé à la France ? Alors, je crois d'abord que la France s'est transformée. Le but de sa politique, c'est d'étendre le royaume pour le fortifier. Donc, déjà, c'est une autre France à la fin du règne, avec Perpignan, Besançon, Strasbourg, Lille, Douai, Dunkerque. Donc, c'est d'autres populations qui sont devenues françaises. Ça, c'est l'essentiel. Architectural également ? Alors, l'apport a été essentiel en matière d'art. Et je crois que ce qu'il a voulu, c'est que la culture participe au pouvoir. C'est l'usage de la culture pour le pouvoir, pour mobiliser les Français. Mobilisation des artistes, des savants, Château de Versailles. Le château de Versailles. L'Observatoire. C'est-à-dire toutes des entreprises qui sont possibles grâce aussi à la mobilisation des Français. Les Français payent beaucoup d'impôts pour les guerres. Une partie sert aussi pour les entreprises, les bâtiments, les entreprises artistiques, les entreprises scientifiques également. Merci Lucien Belli d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez dirigé cet ouvrage, Le Dictionnaire de Louis XIV. C'est aux éditions Robert Laffont. Retour à présent sur un débat qui avait fait la une lors des attentats de Paris. En janvier dernier, à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, une policière municipale tombait sous les balles d'Amédi Koulibaly. La jeune femme n'était pas armée. Depuis, le débat sur l'armement de la police municipale fait rage. En juillet, le ministère de l'Intérieur a même mis à la disposition des municipalités qui le souhaitent 4000 revolvers. Nous rediffusons donc ce magazine tourné au printemps dernier dans le Val d'Oise et les Hauts-de-Seine. Aujourd'hui, la problématique demeure inchangée. Cécile Magne avec Isabelle Audin, montage Sandra Sondeur. On avance, on avance! Cela ressemble aux entraînements de la police nationale et pourtant, en Ile-de-France, plusieurs unités de police municipale sont d'ores et déjà armées de revolvers. Depuis les attentats du mois de janvier, la polémique enfle. Faut-il armer tous les policiers municipaux dans la région ? Non, répond le maire de Montrouge. Pourtant, c'est ici que le 8 janvier dernier, la policière Clarissa Jean-Philippe a été assassinée par Amédi Koulibaly. Elle avait été appelée pour un simple accident de la circulation, mais reçoit plusieurs balles dans le dos. Un autre agent de la voirie est grièvement blessé.
Bouleversée par ce drame, la famille de Clarissa Jean-Philippe, venue de Martinique, mais aussi sa famille professionnelle, les policiers municipaux. On a partagé des moments ensemble. La voie publique, c'est pas facile, c'est un métier qui est pas facile. Donc ça, forcément, ça ressoude les liens et on est comme sa famille quelque part. Donc pour Clarissa et sa famille, c'était le minimum de lui rendre hommage. Depuis, une légion d'honneur posthume a été décernée à Clarissa Jean-Philippe. Mais le maire de Montrouge refuse de céder à l'émotion. Il n'armera pas ses policiers, car il rappelle que c'est l'État qui assure interpellation et répression jusqu'à nouvel ordre. On demandera si l'État veut nous transférer cette responsabilité, cette charge, qu'il nous en transfère à la fois les moyens, le cadre réglementaire bien sûr, et puis à ce moment-là, on recrutera les agents en fonction de ces missions. Mais aujourd'hui, nos agents ne sont pas préparés et formés pour assurer des missions de maintien de l'ordre. Dans la ville de Sceaux, même credo. La police municipale se cantonne à ce qui est prévu par la loi, lutter contre les infractions routières et assurer l'ordre public. Ici, 4 agents seulement, ils portent un simple tonfa, pas même de gilet pare-balles. Dans la voie piétonne, au numéro 15, pour un accident de la voie publique. Oui, affirmatif, on n'est pas trop loin, on sera sur place. Alors que certains députés évoquent un projet de loi pour obliger les villes à armer leurs policiers, le maire de Sceaux, également vice-président de l'Association des maires de France, annonce d'ores et déjà qu'il ne fera pas le travail de l'État. En ce qui me concerne, si je devais être tenu par la loi d'armer les policiers municipaux, il n'y aurait plus de police municipale, puisque la police municipale n'est pas une compétence obligatoire. Il y a d'ailleurs des grandes villes, des villes de plusieurs dizaines de milliers d'habitants en France, qui n'ont pas de police municipale, qui ont fait ce choix. Donc si on m'obligeait à armer avec des armes de poing la police municipale, je serais amené à demander à la police nationale de remplir l'ensemble des rôles, qui sont d'ailleurs les siens encore dans les textes de fond, les textes de base, de remplir les siens sur le territoire de ma commune. Politique inverse dans le même département des Hauts-de-Seine, à Levallois. Ici, la police municipale a tout d'une nationale, ou presque. Chaque matin, les policiers municipaux y chargent leur calibre 38 spécial, un outil de travail devenu banal. C'est pas vraiment un problème, c'est pas vraiment une solution, c'est un équipement. Et quand c'est fait correctement, ça reste un équipement. On donne bien un véhicule, n'importe qui peut s'acheter un véhicule poids lourd après avoir passé son permis, sans qu'on sache vraiment s'il sache vraiment conduire, dans n'importe quelle situation. Et pourtant, voilà. C'est pas les armes à feu qui font le plus de morts en France, mais c'est celles qui marquent le plus des esprits. Les points clés à noter aujourd'hui, c'est qu'avec les beaux jours qui reviennent, vous allez avoir un tout petit peu plus de personnes dehors, donc un petit peu plus de problèmes de stationnement. Donc, place de Verdun, dans l'immeuble HLM, vous avez apparemment un groupe d'adolescents qui n'a rien trouvé mieux que de s'amuser à vider des extincteurs. À Levallois, la police municipale est omniprésente. 2000 interventions à l'année, 80 agents. Ils se sentent de plus en plus mis à contribution par les policiers nationaux. C'est souvent eux qui nous appellent, en fait, des fois, donc ils nous demandent si on peut aller faire telle ou telle mission, notamment soit sur du stationnement ou soit sur des petits différends sur la voie publique ou autre. Le tapage, éventuellement. Le tapage. Oui. Mais voilà, c'est pour les dépanner. On est un souffle d'air pour eux. Parce qu'on nous, on n'est pas soumis à rester en statique ou sur certains lieux. Donc ça nous permet de faire des missions qu'eux ne peuvent pas faire. Des missions qui consistent le plus souvent à faire la circulation dans cette ville densément peuplée. Pourtant, depuis près de 30 ans déjà, tous les policiers municipaux de Levallois portent une arme à feu. Un équipement vraiment nécessaire? Oui, selon les élus. En matière d'armement, vous savez, on a un principe à Levallois, le député maire a toujours eu le même principe, à savoir une police, elle doit être armée, sinon c'est pas une police. C'est l'autorité de la police, ça fait partie de l'autorité d'un policier d'être armé. Mais c'est une autorité, je dirais, naturelle. Vous savez que si je vous disais le nombre de fois qu'un policier municipal à Levallois a eu à faire usage de son arme, c'est 0 fois. Mais un policier municipal est armé parce que c'est un policier.
La police municipale a des moyens considérables, comme ce système de vidéosurveillance. Un mur d'images ultramoderne nourri par 77 caméras numériques. Au total, la ville dépense chaque année 6 millions d'euros pour sa sécurité. Plus de moyens et surtout des armes, c'est ce que réclament depuis des années certains policiers municipaux dans le Val d'Oise, comme ici, à Roissy en France. Ce secteur est classé ZSP, zone de sécurité prioritaire, et comprend des zones de fret attirantes pour les voleurs. Les policiers municipaux y patrouillent jour et nuit. Pour les habitants, l'idée de voir les policiers armés semble presque naturelle depuis les attentats de janvier. Il faut leur donner. Ils sont là pour nous défendre. Ça dépend de leur formation. Est-ce qu'ils sont formés pour être vrais flics, porter des armes ou pas, hein. Il faut qu'ils soient armés. Moi, je trouve pour leur sécurité et puis pour la nôtre. Moi, ça me rassure. Pourquoi ? Écoutez, on ne sait pas ce qui peut se passer dans un moment ou un autre. De nombreux policiers municipaux espèrent que les récents attentats auront provoqué une prise de conscience du ministère de l'Intérieur en faveur de leur armement. Vous connaissez le principe peut-être du syndrome du feu rouge. C'est parce qu'effectivement il y a eu des accidents dans un carrefour qui nécessitaient qu'ils soient mieux protégés par les signaux de signalisation qu'après avoir compté les morts, on décide enfin de mettre effectivement les feux rouges. On est dans ce syndrome-là avec l'armement de la police municipale dans le Val d'Oise. Les agents citent un autre exemple tragique, la mort d'une autre policière municipale en service, Aurélie Fouquet. C'était le 20 mai 2010 à Villiers-sur-Marne, dans une fusillade entre un commando de braqueurs et des policiers. Lors des cérémonies en hommage à la jeune femme, les agents municipaux saluaient les symboles, mais réclamaient plus de moyens. On n'est peut-être pas soutenu comme on le souhaiterait, notamment par l'État. Nous n'avons pas la communication avec les forces police nationale, gendarmerie, ne serait-ce que des radios pour communiquer. Le drame d'Aurélie Fouquet, avec des radios qui communiquent entre les forces d'État, aurait peut-être pu éviter ce drame. À l'époque, le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, estimait que les agents de police municipale étaient soumis aux mêmes risques que leurs collègues de la police nationale. Devant le danger, devant les blessures, je n'oublie pas que le coéquipier d'Aurélie a lui-même été blessé dans la fusillade. Devant la mort, rien, je dis bien rien, ne vous distingue des autres forces de l'ordre. Même risque, mêmes armes. C'est la politique en vigueur à Asnières. Ici, les agents municipaux sont armés de revolvers depuis l'attaque du poste de police à la fin des années 80. C'est parti. Départ à 5 mètres en fixe, d'accord. Au coup de sifflet, on recule et dans le même temps, on sort son arme, on recule de 3 pas et on engage. À chaque entraînement, 50 cartouches tirées. Bien groupé, tiens bien groupé. Projectile à droite, attention tir flash. Après la séance de tir traditionnelle, les agents procèdent à un exercice plus élaboré avec un flashball. Ils simulent une émeute, un collègue est à terre. Récupération du collègue. Allez, il est dans la colonne, on recule. Abattez, je recharge. C'est des situations qui peuvent nous arriver, surtout dans le cadre des violences urbaines. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'entraîne constamment et régulièrement à ce genre d'exercice. Voilà. La violence urbaine, elle peut éclater à tout moment. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. On peut se retrouver, nous, simplement en partant sur un tapage même nocturne, se faire prendre à partie par des bandes dans des quartiers plus ou moins sensibles. On nous attire dans des guet-apens. On va mettre le feu à une poubelle, donc forcément ce qui attire les policiers. Donc les policiers arrivent, font appel au SP et là, là on a le droit à des guet-apens avec des individus cagoulés, masqués, donc ils nous balancent des cocktails Molotov, des projectiles. Chaque année, les policiers municipaux d'Asnières procèdent à des dizaines d'interpellations. Leurs missions sont toujours plus proches de celles de la police nationale. Ils voudraient qu'il en soit de même pour leur équipement. Un gilet pare-balles, voilà, à port discret, qui se porte sous la tenue. Un revolver de calibre 38 spécial, voilà, donc avec 12 munitions en dotation et une paire de menottes, voilà. Et on a également les bâtons télescopiques. Si on nous demande de faire des points vraiment fixes 24 heures sur 24 devant une église, nous n'avons pas tout l'équipement lourd que possède la police nationale ou les militaires.
comme les gilets lourds par exemple, qui peuvent arrêter des balles de AK-47 ou de Kalachnikov. Autre compétence d'État dont ces policiers municipaux ont eu la charge, ils ont été sollicités dans le cadre du plan Vigipirate après les attentats de janvier pour surveiller des lieux de culte. Une demande issue des préfectures. On considère que c'est la troisième force de sécurité publique de la nation et donc à ce titre, on les intègre pleinement à notre dispositif de sécurité sur le département. Pour les mairies, c'est une reconnaissance forte du pouvoir de leur police, mais aussi l'obligation d'assumer des tâches parfois hors de leurs moyens. Si on nous le demande, on le fera. Et on le fait déjà quelque part, puisque les policiers municipaux sont vigilants sur l'ensemble du territoire anierois, donc notamment à proximité des lieux de culte. Mais évidemment, on constatera aussi que ce désengagement de l'État se poursuit, celui qu'on dénonce, parce que c'est avant tout une mission de l'État, une mission régalienne, une mission de la police nationale, d'intervenir dans le cadre du plan Vigipirate, ne serait-ce qu'en termes d'armement. Les policiers municipaux sont évidemment bien moins armés que des policiers nationaux. Ils n'ont pas de fusil mitrailleur, par exemple. Au centre d'entraînement de la Courneuve, les policiers municipaux s'entraînent au tir 2 fois par an minimum. Objectif, prévenir tout risque d'accident ou de bavure. Vous êtes en état de légitime défense. On vous tire dessus. Vous partez sur une présomption de danger, arme chaussée. Au coup de sifflet, je sors l'arme. J'impacte. Les agents sont testés par le Centre national de la fonction publique territoriale. C'est cet organisme qui évalue les policiers avant de les autoriser à détenir une arme et qui organise leur formation continue. Donc une fois que tu es derrière ton abri balistique, c'est tes mains qui plongent. Hein. Ton bassin ne doit pas bouger en fait. Tireur, êtes-vous prêt ? Aucun policier municipal francilien n'a été condamné ces 15 dernières années pour usage illégitime d'armes de poing. Loin des polémiques politiques sur leur armement, les policiers municipaux espèrent surtout que l'émotion en leur faveur, après les attentats de janvier, va perdurer. Je pense que ça a marqué la population et ça a peut-être aidé les gens à réellement prendre conscience que le policier ou le gendarme sur la voie publique, il essaie de faire son travail, mais il est quand même en danger. Et pour protéger la population, lui, il met sa vie en jeu. Je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qu'on avait oublié. Ne pas oublier les policiers municipaux, c'est le message que les syndicats de police et les maires adressent aussi à l'État pour qu'ils redéfinissent clairement qui fait quoi. S'il y a transfert de responsabilité, y a-t-il aussi un transfert de moyens de façon homogène dans la région ? Après les attentats, après l'émotion, les policiers dégainent toutes ces questions. Sachez que vous pouvez revoir ces sujets et réagir sur notre site internet France 3 Paris. Grand Paris Reportage revient le mois prochain avec un numéro exceptionnel consacré aux 10 ans des émeutes de Clichy-sous-Bois. Vous découvrirez le documentaire de 52 minutes tourné par notre équipe de Seine-Saint-Denis. Rendez-vous sans faute le mercredi 14 octobre. D'ici là, portez-vous bien. Vous êtes bien sur France 3.